Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission Ouest France Terre 2018 en direct du Salon de l'Agriculture. L'Europe est le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires transformés. Elle montre l'exemple sur la qualité des aliments, sur la sécurité sanitaire. On vient de vivre une période en France un peu particulière avec les États généraux de l'alimentation. Alors pour en parler, Yves Madre, vous êtes cofondateur du think tank Farm Europe. Bonsoir. Et Jean Bizet, vous êtes sénateur, Les Républicains. Vous êtes un spécialiste aussi, un bon connaisseur des questions agricoles. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, une première question. Les États généraux de l'alimentation, donc un énorme travail qui a permis de rassembler tous les acteurs concernés autour des questions d'agriculture et d'alimentation, redonner du revenu aux agriculteurs, plancher sur une alimentation saine, durable. Est-ce que le grand absent de ces États généraux de l'alimentation, ça n'a pas été l'Europe ? Effectivement, au moment où précisément se déroulait au Parlement européen au travers du travail d'un Français que je nommerai, qui s'appelle Michel Dantin, un travail concernant le partage de la valeur ajoutée et la modification précisément de l'autorité de la concurrence. La concurrence, la politique de la concurrence, qui est une politique ou une compétence exclusive de l'Union, a fait l'objet, dans le cadre d'un règlement un peu particulier qui s'appelle le règlement Omnibus, d'une évolution assez considérable. Et le commissaire européen Phil Hogan a depuis 2 ou 3 ans mis l'accent là-dessus. Le thème, il est clair, c'est que depuis la création de la PAC, l'objectif premier, c'était de diminuer le prix du panier de la ménagère. Donc, regarder une personne et une seule, le consommateur. Il était permis, entre guillemets, à la grande distribution de se regrouper, et il était interdit aux agriculteurs de le faire. Donc c'est l'inverse qui est en train de se produire. Si au travers, je dirais, des décrets de mise en application, on peut justement mettre en place ce règlement omnibus. Alors Yves Madre, donc d'un côté un avancement de l'Europe, de l'autre la volonté en France de repartir des coûts de production des agriculteurs. Ça, c'est un vrai progrès ? Alors, tout dépend comment on voit l'affaire. Est-ce qu'on recherche la valeur ajoutée pour les agriculteurs, pour la filière, et donc pour capter la valeur ajoutée et permettre aux exploitations agricoles de partir dans une spirale positive, reprendre de l'investissement, parce que finalement, c'est bien là le problème, est-ce qu'on est capable d'investir dans la compétitivité, dans la double compétitivité économique et environnementale, ou bien est-ce qu'il faut se baser sur une stratégie uniquement de prix dans un monde ouvert? Et là, par rapport aux travaux qui se sont développés dans les États généraux d'alimentation en France, il y a un vrai questionnement. Qu'est-ce qu'on recherche? Le prix, en se disant qu'on ne sera capable d'obliger quelque part les autres maillons de la filière à vendre sur la base d'un coût de production, mais lequel? Parce que les fermes sont extrêmement diverses en France, ou bien est-ce qu'on est dans une démarche de captation de valeur ajoutée, qui n'est plus la même chose, et où on va chercher à être en compétition positive et gagnante par rapport aux importations qui ne manqueront pas, qu'elles soient d'Allemagne ou d'autres pays non européens. Alors, est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire que l'agriculture française doit monter en gamme? L'agriculture française, à mon sens, elle doit être compétitive et la meilleure sur tous les segments de marché. Si on se dit que l'avenir, c'est uniquement vendre ce qu'on appelle de la haute valeur ajoutée, dans ce cas, on ferme 60% des fermes. Mais si on se dit que la montée en gamme, c'est assurer une qualité maximale sur chacun des segments, que ce soit ce qu'on appelle les commodities, certains diraient le tout venant, ce qui est un terme extrêmement malheureux, ou bien le transformé ou le haut de gamme, là, oui, je peux rejoindre la notion d'être les meilleurs sur chaque segment. Mais il ne faut absolument pas lâcher quelques segments de marché que ce soit. Au contraire, quand on voit qu'en France, c'est moins 14% de valeur ajoutée pendant les 10 dernières années,
nous sommes la lanterne rouge européenne. Il y a un problème. Au niveau des exportations en valeur ou en produits au sein de l'Union européenne, on est ceux qui reculent alors que les autres progressent. Est-ce que ça ne nous pose pas aussi problème? Et se désengager de certains marchés, je pense, serait suicidaire. Jean Bizet, comment est-ce qu'on peut redonner de la valeur à l'agriculture française et aux paysans qui y travaillent? Je pense qu'il y a un gros problème de communication. Je crois que ces états généraux de l'alimentation ont été un débat franco-français, en oubliant précisément nous sommes dans un marché unique, c'est-à-dire liberté de circulation des produits, où on a exigé précisément... Olivier Alain, vice-président du Conseil régional de Bretagne et qui était aussi éleveur, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Il y a un micro. On a précisément exigé un certain nombre, je dirais, de contingences environnementales, sociétales, alors que ça va dans le sens d'une exigence de la société. Mais ce n'est pas rémunéré. Et d'un autre côté, si vous voulez, on laisse, si vous voulez, ce concept de marché unique sans exiger ces mêmes choses à d'autres partenaires, à d'autres États membres, si vous voulez. Donc c'est là où c'est extrêmement difficile. Et moi je pense que si déjà on avait fait appliquer ce qui avait été convenu à travers d'un accord en 2011, dès que vous avez une évolution du prix des matières premières agricoles au-delà de 20 ou 30%, il y avait une revision automatique des prix avec la grande distribution. Ceci a été signé par tous et appliqué par personne, si vous voulez. Donc moi je pense qu'il y a eu une grosse attente, des États généraux de l'alimentation. Et je ne sais pas s'il en restera grand-chose, pour la bonne raison, c'est que ce sont des contingences supplémentaires, des coûts supplémentaires, alors que l'objectif était plutôt de modifier la politique de l'autorité de la concurrence. Olivier Alain, bonjour, vous êtes éleveur dans les Côtes-d'Armor, vous avez coordonné ces travaux sur les États généraux de l'alimentation. Votre voisin Jean Bizet dit qu'il est sceptique sur ce qui restera à terme des États généraux de l'alimentation. Vous ne partagez évidemment pas cette analyse. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'être optimiste? Je comprends ce que peut dire Jean Bizet, mais il faut bien se dire que le discours, quelque part, du président de la République du 11 octobre, aussi brillant soit le personnage, c'est quelque part le fruit de 35 milliards de travail, où pour la première fois, le gouvernement a réuni 70 organisations qui ne se parlaient jamais. Tous les syndicats agricoles, la distribution, les ONG, et qui ont eux-mêmes défini ce qu'il fallait faire dans ce contexte de libéralisation des échanges, de globalisation. Comment fait-on? C'est vrai que l'espace, il est mince. Comment fait-on pour retrouver du prix? Et quand on parle des États généraux, et donc cette première partie pour retrouver la valeur et du prix, c'est un paquet global. Alors si on prend les éléments les uns après les autres, c'est vrai que ça n'est pas cohérent. Et ils tiennent en 3 points, vraiment 3 points. La première, c'est la création de la valeur et qui va se faire par la loi assez facilement. Quand on contrôle les promotions au niveau de la dégradation de prix, maximum 34%, forcément, vous aurez un peu d'inflation, certes, mais premier élément pour créer de la valeur. Deuxièmement, sur le contrôle des promotions en volume. Le porc est à 70% de volume. Demain, si la loi est votée, c'est maximum 25%. Donc ça va contribuer à rendre le porc un petit peu plus cher. Et la hausse du SRP, tout ça, selon même UFC Que Choisir, c'est 5 milliards d'euros de création de valeur. Et j'espère qu'ils ne se trompent pas. Donc si on a réussi à faire 5 milliards de création de valeur, celle-ci va arriver chez le distributeur. Et l'objectif, comment on la ramène de chez le distributeur à chez l'agriculteur. C'est bien ça l'objectif, et ce n'est pas pour forcément enrichir la distribution. Et c'est là que la mécanique du prix inversé, quand même, du prix inversé, en partant d'un coût de production qui sera à définir par les interprofessions, trouve tout son sens, quelque part. Et si on arrive, et l'enjeu des États généraux, et la réussite des États généraux, parce que je suis lucide, ce n'est pas une histoire d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'arriver à commercialiser, si à 5%, ce sera un échec, si on arrive à 40, 50, 60% des prix dans les productions animales commercialisés en tenant compte du coût de production, près de 400 € pour le lait quand même, en partant d'une construction inversée, ce sera un succès. Yves Madre, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi avec l'Union européenne qui négocie actuellement, qui multiplie les accords commerciaux,
Il y en a un qui est dans sa phase finale, c'est celui avec les pays du Mercosur. Est-ce qu'on ne va pas voir demain influer sur le marché français du poulet brésilien, de la viande brésilienne? Est-ce que les producteurs français peuvent résister? Alors, il faut regarder les choses en face, même si ça ne fait pas plaisir. Oui, il y a des risques. Il y a des risques liés à l'accord qui pourrait être signé prochainement, par exemple avec le Mercosur, quand on parle de la viande bovine. Et on sait que le secteur est extrêmement fragile de la viande bovine en France et qu'en Europe, on n'est pas 1000 pays à être intéressés par cette problématique. On est avant tout 2 pays majeurs, l'Irlande et nous. On a ces accords, effectivement, qui feront que la concurrence va se renforcer, qu'ils vont arriver avec des prix extrêmement compétitifs. Et puis, on a un deuxième sujet qu'il ne faudrait pas oublier, qui s'appelle le Brexit. Alors, on parle beaucoup du Brexit en tant que coût pour le budget communautaire. Très bien. Mais il y a aussi un coût commercial qui est derrière. Si les frontières du Royaume-Uni se ferment, qu'est-ce qu'on fait des 35 milliards d'exportations qu'on envoie par an? Si elles ne se ferment pas et qu'on a un accord de gentleman agreement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, malgré tout, il est clair que le Royaume-Uni passera des accords avec d'autres zones mondiales extrêmement compétitives et que sur le marché britannique, il se sera plus difficile pour l'Union européenne, pour les pays de l'Union européenne de vendre. Qu'est-ce qui se passe avec les 700 000 tonnes de viande bovine irlandaise qui seront vendues chaque année sur le marché britannique, par exemple? Alors, on peut avoir la même question pour le lait, les fruits et légumes, le vin. Alors, quelle réponse pour les éleveurs européens? Alors, quelle réponse pour les éleveurs européens? Clairement, se mettre dans une démarche, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, de segmentation et de recherche de la valeur ajoutée sur chaque segmentation, c'est-à-dire de fidéliser le client, proposer un plus pour tous les produits qu'on a et ne rien lâcher. On a les moyens, et peut-être aussi pour les politiques, de raisonner les politiques nationales et européennes sur un schéma de double performance, qu'on arrête de mettre des cailloux dans les chaussures des secteurs agricoles et agroalimentaires. Olivier Alain, vous y croyez, vous, à cette... Mettre des cailloux, jouer l'hyper-compétitivité, mettre des cailloux, je pense que ce qui a été aussi un peu acté, et c'est la deuxième partie des États généraux, c'est comment produire sain, durable. Et encore une fois, quand on regarde très concrètement, on peut tenir des postures en disant on met des cailloux, on handicape l'agriculture française. Or, on voit bien que quand on regarde les revenus des agriculteurs les plus performants, c'est ceux qui ont le moins d'intrants et qui utilisent moins de chimie, moins de phyto, moins d'engrais. Donc, je trouve que c'est un petit peu facile de dire que ici, dans le cas des États généraux, on aurait rajouté des éléments anti-compétitivité. Or, je pense que, et encore une fois, je n'ai pas fini tout à l'heure, mais si on arrive à distinguer le produit français parce qu'il sera moins chargé en pesticides, il sera moins d'antibiotiques, et c'est ça l'esprit de montée en gamme, c'est aussi pour se protéger de nos concurrents européens qui sont souvent un peu moins chers que nous. Donc c'est un équilibre global entre la création de la valeur, la protection de nos produits français par la montée en gamme, et puis la construction du prix inversé. C'est les 3 choses qui peuvent permettre, et je l'espère, de ramener cette valeur ajoutée et de protéger notre marché et de ramener ça chez le monde agricole. Jean Bizet, vous voulez réagir? Oui, je pense que les accords de libre-échange, on ne peut pas avoir une réponse binaire. Il y a des filières extrêmement offensives qui sont gagnantes. Je ne parle pas du Mercosur, où on n'a pas encore le résultat des dernières négociations, mais je parle du CETA, par exemple, où la filière, je dirais, fromagère est extrêmement gagnante. Vous avez des droits de douane qui ont été abaissés, qui étaient à 240%, qui sont à 0%. Ensuite, vous avez des produits sous signe de qualité qui, au travers de la propriété intellectuelle, si vous voulez, ont été reconnus et donc qui ne pourront plus désormais être copiés. Par contre, vous avez une filière telle que la filière viande rouge qui est fragilisée. On est bien d'accord, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion également que cette filière, ça fait 10 ans qu'on en parle en France, qu'elle se remette en question et qu'elle se réforme et qu'elle se modernise? Mais je pense très sincèrement que nous arrivons également avec des accords dits de 3e génération qui ne jouent plus, si je puis dire, sur le problème des barrières tarifaires, mais des barrières non tarifaires. Et là, l'Europe est extrêmement gagnante
parce qu'elle a été extrêmement vertueuse et extrêmement exigeante. Donc il ne faut pas avoir peur a priori. Par contre, il faut que l'accord soit équilibré. Et surtout, là où on a une certaine fragilité, par rapport, je pense par exemple aux États-Unis, c'est la mise en œuvre des clauses de sauvegarde. Autrement dit, quand il y a une mesure qui tout d'un coup fragilise brutalement une filière, il faut fermer les frontières. Aux États-Unis, ça se passe en quelques secondes, si je puis dire, voire une journée ou deux. En Europe, il faut plusieurs mois. C'est un accord à 27. Yves Madre, les clauses de sauvegarde, effectivement, il faut les revoir, il faut les rendre plus efficaces. Il faut les revoir, il faut faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et qu'elles fonctionnent, et j'aime beaucoup l'automaticité que vous mentionniez à l'instant. Pas dans un processus comme on a pu connaître sur quelques clauses de sauvegarde qu'on a dans l'Union européenne, où on se réunit, on discute, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis au bout du temps, éventuellement on a la clause de sauvegarde, mais soit le mal est fait, soit c'est plus le sujet. Oui, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans des accords commerciaux, de définir des clauses de sauvegarde qui se déclenchent de façon automatique et d'inverser la charge de la preuve, que si la Commission estime qu'il ne faut pas la mettre en œuvre, d'abord on la met en œuvre et puis elle explique pourquoi il faut l'enlever immédiatement, mais pas l'inverse. Or aujourd'hui on est dans le cadre inversé. Parce qu'il me semble, et c'était le propos de tout à l'heure qu'Olivier n'a pas totalement saisi, le niveau extrêmement important aujourd'hui pour l'agriculture et l'agroalimentaire en France comme ailleurs est un niveau de politique agricole européenne. Or, le caillou auquel je pensais tout à l'heure est un caillou qui pourrait être un rocher suivant ce qu'on veut faire de la PAC. Est-ce que la PAC, demain, cette politique agricole commune, qu'il déplaçait des montagnes, est bien agricole commune européenne définitivement, ou bien est-ce qu'on va vers une renationalisation rampante, déguisée, mais extrêmement distorsive de la PAC? Or, c'est le sujet aujourd'hui de discussion et que chaque gouvernement, chaque responsable politique doit avoir à cœur de prendre, parce que non seulement il y a l'élément budgétaire qui va occuper tous les chefs d'État et c'est légitime, mais ça, est-ce qu'on est dans une Europe ou est-ce qu'on est dans 27 États membres qui vivront chacun leur vie en évidemment se tirant les uns dans les autres pour essayer de pousser l'autre et se faire des parts de marché. Et ça, il me semble que c'est important, inacceptable, et il faut tous lutter. Jean Bizet, la renationalisation de la PAC, c'est une menace? C'est la question. C'est la question parce que nous sommes dans une société d'inquiétude. Nous sommes dans une ambiance où le nationalisme refait surface, notamment à partir des pays de l'Est. Nous sommes dans une ambiance où, je dirais, les volumes budgétaires sont contraints et un certain nombre de gouvernements pourraient avoir cette tendance. Et ce serait dommage pour la première et la grande politique, je dirais, fondatrice de l'Union européenne. Olivier Alain, vous qui êtes un ardent défenseur de l'Europe, est-ce que effectivement la nationalisation de la PAC, c'est une menace? C'est une menace, mais ça dépend de ce qu'on met derrière, parce que c'est déjà une réalité. Depuis 2003, il y a des possibilités sur le recouplage, sur le découplage qui sont offertes, sur la mutualisation des aides, la non-mutualisation, sur ce qui va vers le second pilier. Il y a des pays du PECO qui ont choisi de mettre davantage sur des crédits d'orientation au second pilier que d'autres. Certains ont confié aux régions, d'autres ne l'ont pas fait. C'est déjà une réalité. Voilà, il faut aussi, quelque part en France, par exemple, et là, il faut le voir positivement, il y a eu un plan protéines de mis en place avec Stéphane Le Foll, avec 2% d'aide couplée pour encourager à la production de protéines. S'il faut attendre que les 27 États membres y soient favorables, peut-être qu'on attendra longtemps. Donc il faut voir aussi quelques vertus, quelque part, à donner des possibilités à un État qui considère que la production de protéines pour ces animaux est stratégique, de pouvoir y mettre quelques moyens. Donc il ne faut pas voir ça de façon très manichéenne, mais vraiment de façon intelligente. Et quelquefois, ce n'est pas forcément un handicap d'avoir, parce que c'est une réalité, de pouvoir faire des choses que aucun pays considère comme stratégiques pour lui. Vous êtes également vice-président du Conseil régional de Bretagne. Comment est-ce qu'une région d'élevage comme la Bretagne se prépare pour répondre aux nouveaux enjeux, à la fois aux nouveaux défis des consommateurs, une alimentation saine, durable? Est-ce que vous avez un plan agricole et qui met l'accent sur quelles priorités? Complètement. On a un plan qui est complètement atypique et qu'aucune région n'en fait. D'abord, il y a eu des moyens énormes mis par Jean-Yves Le Drian et par Loïc Chenet-Girard. On a quelque chose d'assez atypique.
c'est d'avoir mis beaucoup de moyens sur des mesures agri-environnementales et climatiques dont on est un petit peu fier parce que c'est une agriculture contractuelle. Aujourd'hui, il va y avoir au 15 mai 30% des éleveurs de bovins lait et bovins viande qui ont fait une MAE système, MAEC, parce que le climat, c'est quelque chose d'important et qui associe justement compétitivité et agroécologie. Donc des systèmes assez intensifs, mais avec beaucoup plus de légumineuses, moins de maïs, moins de pesticides. Et il y a de l'appétence. On manque de crédit même pour aller vers ce genre d'agriculture. C'est pour ça que moi, encore une fois, je ne veux pas qu'on oppose agroécologie et compétitivité. On peut faire les deux et je pense que c'est ça la voie d'avenir. Jean Bizet, agroécologie et compétitivité peuvent aller ensemble? Vous partagez ce raisonnement? Ça ne me heurte pas, si vous voulez. Par contre, moi, ce qui me chiffonne en France, c'est que nous sommes toujours en train de voir, si vous voulez, les oppositions entre modèles agricoles. Moi, j'ai toujours considéré que l'agriculture française, elle devait être plurielle. Et chacun peut s'exprimer en fonction de ses capacités, de son territoire, de ses moyens. Et c'est ça qui fait la France. Il ne faut pas rentrer dans des débats idéologiques. Donc moi, je suis très, très ouvert avec ce que dit le conseil régional de Bretagne, sans problème. Yves Madre, est-ce que, effectivement, des agricultures plurielles, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre d'enjeux partagés par toutes les agricultures, le climat, l'environnement, les attentes du consommateur? Et vous qui avez travaillé dans l'équipe précédente avec Dacian Ciolos, pourquoi est-ce que l'accent qui avait été mis avec 30% des aides réservées aux questions environnementales, finalement, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ou en tout cas, on a l'impression que ça a été perçu comme très compliqué et qu'à l'arrivée, les résultats ne sont pas là. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Je sors d'un colloque qui avait lieu juste à côté avec chercheurs et politiques et qui est arrivé à une conclusion un peu différente. En tout état de cause, est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que de façon raisonnable, au bout d'1 an et demi d'application, on est capable de le dire? Je pense que ce serait très audacieux en tout état de cause. Le mouvement qui a été donné, ça a été de faire reconnaître et de sensibiliser et les agriculteurs et les politiques sur le fait qu'on ne peut pas faire de l'économie sans de la durabilité environnementale, ni de la durabilité environnementale sans économie. Et c'est bien ça, quelles que soient les filières, quels que soient les types d'exploitation, le défi, il me semble, de demain. Est-ce qu'on est capable de faire de la double performance et de se dire, oui, plus de compétitivité et plus d'environnement, et pas l'un sans l'autre ou l'un contre l'autre? Et c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on est en France depuis 10 ans avec une profitabilité du capital, je suis désolé, mais négative dans l'agriculture. On peut se payer le luxe de continuer? Non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On loupe le virage que les autres ont déjà pris ou sont en train de prendre de l'agriculture de précision digitale, ou bien on s'y met décemment, réellement, résolument, avec des plans ambitieux pour toutes les filières. Et ce n'est pas un problème de grandes structures ou de petites structures. Nos amis grecs sont là pour en témoigner. Et on se dit qu'on prend une longueur d'avance sur les deux sujets, compétitivité, environnement. C'est là le point gagnant et ça doit se faire par un plan d'ambition européenne, ce qui n'empêche pas au contraire d'avoir des flexibilités pour être collé à la réalité régionale, mais je pense qu'il faut faire une grande différence entre flexibilité de bonne aloi et subsidiarité qui a un mot doux pour ce qu'on appelle une renationalisation. On avait de la flexibilité en 2013 dans la réforme, peut-être on est allé déjà très loin. Ce que propose la Commission aujourd'hui, ça s'appelle de la subsidiarité extrême, et là, je pense que la France serait en désavantage compétitif majeur. Et là, je passe le relais aux politiques qui devront négocier l'avenir de la PAC, et il me semble que c'est essentiel. Olivier Alain, la région, c'est le bon échelon, effectivement, pour construire des politiques ancrées sur les territoires, performantes. Je pense que oui, parce que chaque région a sa spécificité. C'est vrai que nous, on a mis beaucoup l'accent sur l'élevage. Le Sud-Ouest l'a mis beaucoup plus sur les légumes, sur des produits de haute valeur ajoutée. Et ces politiques-là sont négociées avec la profession agricole. On ne le fait pas dans notre coin, avec les chambres d'agriculture, avec l'ensemble des syndicats.
Donc je pense que quand elles sont collées au plus près des territoires, elles peuvent être bonnes. En tous les cas, on a fait une enquête auprès des 4 départements bretons. On a réuni tous ceux qui voulaient bien parler politique agricole. Et ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit 3 choses. Ils sont d'accord, tous syndicats confondus, pour renforcer plutôt les crédits d'orientation, donc du second pilier de la PAC. Ils sont d'accord aussi pour continuer à laisser les régions autorités de gestion, mais ils veulent aussi un premier pilier géré par l'État. C'est une réalité aussi. Bon. Donc voilà, et c'est les 3 choses qu'ils ont dit. Et je crois que finalement c'est quelque part le fruit d'un certain succès, en tous les cas en région Bretagne, si on en croit la profession et l'ensemble des syndicats confondus. Oui, juste un mot de conclusion, Jean Bizet. Même avis que mon voisin. Si vous voulez, c'est en cohérence totale avec la loi NOTRe, puisqu'on a confié aux régions la dimension économique. Et donc l'agriculture, c'est avant tout une activité économique, mais on ne peut pas la faire au détriment de l'environnement. Merci Jean Bizet, merci Olivier Alain, merci Yves Madre d'avoir participé à cette émission.